le savez aujourd'hui, nous allons commencer par parler des maladies liées à nos reins. Nous allons parler des suffisances rénales. Mes propos vont se tenir en deux temps. Dans un premier temps, je vais surtout parler du dépistage et le deuxième temps de la prévention des maladies rénales chroniques. Concernant le dépistage, je vais définir et parler du dépistage en lui-même. Et avant de faire pour ce qui concerne la prochaine rubrique, je parlerai des manifestations, des signes, comment ça se manifeste la maladie rénale, qu'est-ce qui peut vous permettre de dire oui, de suspecter, de sentir la chose venir, et après recourir à quelqu'un qui est plus avisé pour pouvoir mieux vous étayer. Et après, comment il faut se prendre pour prévenir la maladie rénale. L'exercice a commencé, avant que je vous prenne la parole, c'est où se situent les reins. Parce que nous, on a ce problème dans notre, je ne veux pas dire dans notre patois, mais chez nous, quand on dit les reins, ça fait penser à plusieurs choses à la fois. Et je pense qu'ici, la première chose, c'est qu'on éclaircisse, qu'on sache réellement où se situent les reins, pour ne pas faire continuer à faire cet amalgame, parce que ça continue dans notre population. Et à chaque fois, j'aime bien préciser où se situent les reins dans notre organisme. Vous avez la parole. Je parle des côtes et plus précisément entre le 11e, 12e côte en oblique ou encore en dessous du foie et en dessous de la rate. Y a-t-il un autre avis? Oui, j'ai un autre avis. Je veux bien, c'est une dame en plus. Disons que c'est à ce niveau-là, dans la hanche, que quand on a mal, ça prend les membres inférieurs de la colonne vertébrale, ainsi. Donc, ceux qui n'ont pas été à l'école, n'ont pas fait une longue étude, pour nous, là, les reins, c'est ici, au niveau des filles. Et tout à l'heure, quand on nous a dit, levez-vous, on va faire, on a commencé par attaquer, on est parti là. On ne veut pas bouger. Donc, les reins, pour nous, c'est ici, c'est dedans. C'est pas visible, mais c'est ici, quand même. Là, au niveau de la hanche. Comme ça. Effectivement, pour la plupart, pour le commun des mortels, c'est bon? D'accord, merci. Alors, oui, c'est vrai. Les hanches sont régulièrement confondues à la localisation des reins. C'est courant, mais il ne faut pas. La hanche, c'est bien ici. C'est l'articulation qui se situe au niveau du bassin. Les reins ne sont pas là. Les reins sont plus haut situés au niveau de l'abdomen, mais de la région postérieure de l'abdomen. Et comme le premier intervenant dit, le papa l'a dit, c'est au niveau de la région postérieure, sous les côtes, entre le 12e, on va dire vaguement 12e et 3e côte lombaire, 12e vertèbre dorsale et 3e vertèbre lombaire. Et donc, si je dois projeter, vous les verrez quelque part là. Et les reins sont bilatéraux. Il y en a deux. Il y a un à droite et un second à gauche. Et donc, quand on a des douleurs au niveau de la hanche, ici, ce n'est pas les reins qui sont malades, mais c'est bien la hanche. Alors, cette douleur ici, elle peut être liée à une douleur au niveau de la colonne vertébrale qui descend dans
la hanche et puis après dans les pieds, dans les membres inférieurs, comme l'expliquait la maman. Et ça, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas vraiment l'organe rein. Ça, c'est très important. C'est vrai que dans notre patois, on dit allez, voilà. On dit allez, et ça prête un peu à confusion. Alors, quand j'ai discuté avec les gens qui parlent le vrai fond, ils m'ont dit le rein en fond, c'est aïe. Aïe. Donc, ce n'est pas allez, mais c'est aïe. C'est ça la nuance. Mais on a tendance à confondre les deux. Donc, c'est bien. Les reins sont plus haut situés au niveau de la région postérieure de l'abdomen, sous les côtes. C'est vrai que le rein droit est légèrement plus abaissé que le rein gauche. On va voir ça sur l'image. C'est dommage que l'écran n'est pas encore arrivé, mais on va se débrouiller comme ça en attendant. Si bien, on va projeter pour que vous voyez un peu plus clair. Et donc, c'est ça que je voudrais vraiment vous montrer. Pour ceux qui arrivent à voir un peu. De l'autre côté, je vous présente une image du rein. Comme vous voyez sur... J'ai fait circuler un rein. Oui, c'est encore. Un carton avec vous. Remettez à la salle. Comme vous pouvez voir de plus près, une représentation de rein. De l'autre côté, à droite, c'est une coupe. Le tableau est là. Pour ceux qui veulent tourner. Oui, il y a une rime. Avec les rayons, on élimine les déchets. Pas les rayons. Merci. Avec les rayons, on élimine les déchets. Les rayons font partie de l'organe excréteur. C'est par là qu'on filtre l'urine primaire. C'est l'organe qui sert à filtrer l'urine. Très bien, c'est l'organe qui sert à filtrer l'urine. Les reins jouent un rôle de régulateur pour éliminer les déchets de l'organisme. Régulation pour éliminer les déchets de l'organisme. Les reins jouent un rôle régulateur et épurateur. Régulateur pour équilibrer ou maintenir en équilibre l'homéostasie, c'est-à-dire le milieu intérieur et le milieu extérieur. Et épurateur, c'est-à-dire pour dégager l'organisme des déchets urés et ainsi de suite. Il a sorti un mot savant. Il a dit homéostasie. Bon, voilà. C'est un savant. Oui, en fait, ce qu'on n'appelle pas homéostasie, c'est que le rein assure l'équilibre d'un certain nombre d'électrolytes dans notre organisme. À commencer par le stock d'eau total de notre corps. Le volume d'eau total de notre corps, il est régulé par les reins. Et dans l'eau totale, vous savez, il y a des électrolytes. Il y a le sodium, le potassium, le chlore, et beaucoup d'autres choses. Des acides, des pH, des H+. Tous ces éléments électrolytiques sont en équilibre constant dans notre organisme. Et cet équilibre est assuré par nos reins. Et c'est ça, on utilise ce mot savant pour dire homéostasie, parce qu'on assure l'équilibre. Et c'est ça qui fait que quand vous buvez 2 litres d'eau par jour, et après vous transpirez, je dis, demi-litre dans la journée, le rein ne peut pas laisser les 2 litres sortir. Il va laisser sortir que 1,5 litre. Parce que vous avez transpiré, vous avez perdu demi-litre. Si
le sujet est malade, il a vomi et il sort 300 ml par les vomissements, et bien, donc il va rester 1200 ml que les reins vont faire sortir. S'il fait la diarrhée et qu'il perd encore 2000 litres par la diarrhée, par les selles, et donc le rein va laisser sortir que les 700 ml qui restent. C'est ça le rôle de la régulation du stock d'eau. Et ça, le rein a des récepteurs particuliers qui lui permettent d'apprécier de façon constante le stock d'eau dans notre organisme. Quand vous en perdez, lui, il ajuste le total et permet à l'organisme de faire sortir que l'excès. Et c'est pourquoi quand on en perd et qu'on n'arrive pas à compenser, ça déséquilibre. Et les personnes les plus sensibles à des pertes non compensées sont les enfants et les personnes âgées. Ils sont les plus sensibles. Donc quand il y a des pertes, il faut compenser. Ne serait-ce qu'en buvant de l'eau. Même si on ne peut pas rajouter des électrolytes, boire de l'eau seulement. Donc voilà un des fonctions principales des reins. Deuxième fonction, la maman a commencé déjà par nous parler de la fonction primaire, l'épuration des déchets de notre organisme. C'est quoi? Quand nous mangeons, nous métabolisons. L'organisme transforme ce que nous mangeons. À la fin de cette transformation, il y a un certain nombre d'éléments nutritifs qui rentrent dans les cellules pour nourrir l'organisme. Mais ces métabolismes produisent également des déchets. Ces cascades de réactions qui se produisent dans notre organisme aboutissent à la production de quelques déchets. Surtout les protéines que nous mangeons produisent des déchets. Et les reins éliminent, en filtrant le sang, à travers le sang qu'ils filtrent, ils éliminent ces déchets-là qui s'accumulent dans le sang. C'est ça le rôle de l'épuration. Et c'est ça que nous éliminons dans les urines. Et c'est pareil, dans les renouvellements cellulaires aussi. Il y a des cellules qui se renouvellent. Notre organisme vit. Des cellules meurent, les globules rouges, les globules blancs, les cellules de l'organisme, les cellules de la peau. Ces cellules vieillissent et sont également éliminées et produisent des déchets. Et ces déchets sont également éliminés par les reins. Parce que les produits issus de la dégradation de ces cellules qui vieillissent sont éliminés par les reins. Donc, ces mécanismes produisent des déchets qui, au bout de rouleau, sont éliminés par les reins. Alors, les reins jouent d'autres fonctions dans l'organisme. On parle de la régulation de la pression artérielle. Les experts sont convaincus qu'il n'y a pas d'hypertension artérielle sans atteinte rénale. Les gens ont écrit plein de livres dessus. Il n'y a pas de débat. Il y a la régulation de l'acide base dans l'organisme. Le rein intervient également dans la production de certaines hormones. L'hormone qui permet de produire les globules rouges, l'hémoglobine dans l'organisme. Les reins produisent une substance qui ira au niveau de la moelle osseuse, stimuler la production de l'hémoglobine. Et c'est pourquoi les malades, les personnes qui souffrent de maladies rénales chroniques présentent tous une anémie. Ils sont pâles. Et ça se voit. Même des fois à l'œil nu, quand c'est très avancé, à l'œil nu, on voit, on sent qu'ils sont pâles. Ils n'ont pas assez de sang dans leur corps parce que tout simplement, cette hormone n'est plus suffisamment produite pour aller stimuler la moelle osseuse qui va produire l'hémoglobine. Et la correction est également simple.
c'est d'apporter cette substance, dès qu'on apporte cette origine. Donc, les reins produisent cette hormone-là. Les reins produisent également une autre hormone qui permet de fixer le calcium dans l'os. Les reins produisent cette hormone qui permet de fixer, d'absorber d'abord le calcium et après le fixer au niveau des os. Ça fait que ceux qui souffrent, ils ont un déficit en calcium, surtout quand on dose dans leur sang, le taux de calcium qu'il y a au niveau du sang, dans le sang, on remarque qu'il y a une diminution significative. Parce que cette hormone qui permet la régulation, qui joue un rôle très important dans la régulation du métabolisme calcium et du phosphore, est également déficit. Sécrété, synthétisé moins. Donc les reins jouent plusieurs fonctions dans l'organisme. Et donc une défaillance rénale, une maladie rénale chronique, vous imaginez tous les désordres, c'est-à-dire les déchets ne seront pas épurés, la tension ne pourra pas être bien régulée, les différents électrolytes, le sodium, le potassium, le chlore ne pourront pas être bien régulés, les hormones ne seront pas synthétisées, donc il y aura l'anémie, et pareil, il y aura des troubles liés au métabolisme du calcium et du phosphore. Et c'est ce qu'on observe, c'est le sujet qui présente l'insuffisance rénale. Voilà. Définir ce que c'est que la maladie rénale chronique. En fait, c'est une définition qui a posé quelques difficultés au début et finalement les sociétés savantes se sont assises pour offrir une définition quasi complète. Je vais dire complète, pas quasi, une définition complète. Alors, c'est une lésion, on dit une lésion, c'est un jargon un peu que je vais expliquer. On dit une lésion rénale confirmée par la présence de marqueurs d'atteinte rénale. Donc une lésion confirmée par la présence de marqueurs d'atteinte rénale, ou encore il y a un autre marqueur qui permet surtout d'apprécier la fonction du rein. Et on dit, si ce marqueur est également abaissé, il y a déjà maladie rénale chronique. Donc en termes plus simples, c'est une atteinte rénale caractérisée par la présence de marqueurs d'atteinte rénale. Et je vais expliquer ce qu'on entend par marqueurs d'atteinte rénale. Alors, c'est quoi ces marqueurs d'atteinte rénale? C'est les bâches, il y a sable dessus. Ces marqueurs d'atteinte rénale, c'est la protéinurie. C'est-à-dire présence de protéines dans les urines. S'il y a des protéines dans les urines, c'est que déjà il y a atteinte rénale. Et maintenant, pour dire maladie rénale chronique, marqueur d'atteinte rénale évoluant depuis plus de 3 mois, parce que le thème chronique est lié à la présence de ce marqueur, mais qui évolue pendant plus de 3 mois. Dès que ça dépasse 3 mois, il y a ce qu'on appelle le thème chronique est validé. Vous comprenez un peu? Donc, maladie rénale chronique égale à lésion confirmée par la présence de marqueurs d'atteinte rénale évoluant depuis plus de 3 mois. Et ces marqueurs rénales, j'ai commencé par les énumérer, la présence de protéines par exemple. Dès qu'il y a de protéines dans les urines, c'est que déjà il y a un marqueur d'atteinte rénale. Et si cette protéine présence de protéines dans les urines, c'est réhabitué vite à certaines présences de protéines dans les urines. Donc protéinurie, depuis plus de 3 mois,
eh bien, il y a déjà une maladie rénale chronique qui évolue. Ok? Un autre marqueur d'atteinte rénale est un jargon qu'on utilise, on parle de albuminurie simple, ou plus précisément microalbuminurie. Ça veut dire quoi? Microalbuminurie, c'est la présence de petites quantités. Il y a microalbuminurie. Micro pour dire petite quantité, albuminurie pour dire albumine, pardon, pour dire. C'est une forme de protéine. Ce n'est plus toutes les protéines, mais un type particulier de protéines qu'on appelle albumine, c'est le plus fréquent. Et donc, il y a petite micro là, c'est pour dire petite quantité. Bon, enfin, la technologie nous a rejoints. Bon, d'accord, ok. Je parlais de présence de marqueurs d'atteinte rénale évoluant plus de 3 mois. Le marqueur rénal étant protéinurie, présence de protéines dans les urines, la microalbuminurie, pour des petites quantités d'albumine dans les urines. Alors, cette microalbuminurie, ce n'est pas comme les protéines qu'on peut dépister facilement. Parce que les bandelettes qu'on utilise pour rechercher une protéinurie ne sont pas assez sensibles pour dépister les protéines, la présence de faibles quantités d'albumine. Donc, il faut avoir recours à une technique un peu plus spécialisée au laboratoire pour pouvoir dépister toujours tôt la maladie rénale chronique. Vous voyez un peu l'esprit. C'est-à-dire, il y a la protéine, mais il faut que ça soit à une certaine quantité pour qu'on puisse détecter par les bandelettes qu'on utilise de façon usuelle et traditionnelle. Mais on a trouvé que si on doit attendre ça, que ça atteigne une certaine quantité pour être dépisté, pourquoi ne pas chercher très tôt dès qu'il y a des petites quantités d'albumine dans les urines? Et c'est ça qui a poussé à mettre en place une technique plus sensible qui permet de dépister ce qu'on appelle la microalbuminurie. Donc dès qu'il y a la présence de faibles quantités d'albumine dans les urines, il y a un seuil de normalité bien sûr, mais une fois que ce seuil est dépassé, eh bien, on peut déjà dire que c'est pathologique. Il y a une maladie qui s'annonce, qui s'exprime. Il devient un sujet à risque. Il devient un sujet porteur d'un marqueur de maladie rénale chronique qu'il faut explorer. Ok? Alors, autre marqueur d'atteinte rénale, c'est la présence de hématie dans les urines, qu'on appelle hématurie. Hématie, urine pour dire hématurie pour dire hématie et urine. Présence d'hématie dans les urines. Alors, hématie, ça veut dire tout simplement globule rouge, pour ceux qui savent déjà. Donc, c'est là, tout simplement, en tête plus simple, c'est la présence de globules rouges dans les urines. Alors, elle également peut être recherchée par des bandelettes. Il y a des bandelettes usuelles qui permettent de les dépister. Un autre marqueur de maladie rénale chronique, c'est la leucocyturie. Maintenant, vous êtes habitués, c'est la présence de leucocytes dans les urines. Et leucocytes, pour ceux qui le savent, c'est ce qu'on appelle encore les globules blancs. Donc, présence de globules blancs dans les urines.
Donc s'il y a globules blancs dans les urines, il y a déjà un marqueur d'atteinte rénale qu'il faut expliquer. Ok? Et également, il existe des bandelettes usuelles qui permettent de les dépister facilement. Alors, maintenant, après les urines, il y a le sang. Il y a des marqueurs qui se trouvent également dans le sang. Et un de ces marqueurs est la créatinine, ce qu'on appelle créatinine, qui est un produit issu de dégradation des protéines. Et la créatinine, elle a été retenue parce qu'elle est plus facile à doser, elle est plus simple. Je veux dire tout simplement parce que dans les maladies rénales chroniques, surtout au stade avancé, il y a plusieurs marqueurs qu'on peut trouver dans le sang. Ce n'est pas que la créatinine. Il y a plusieurs, des dizaines et des dizaines. Et Dieu seul sait combien sont-ils ces marqueurs. Parce qu'il y en a qui travaillent tout le temps dessus et ils nous trouvent de nouveaux marqueurs qui jouent d'autres rôles dans l'évolution de la maladie, qui permettent de mieux comprendre tel aspect de la maladie, telle complication de la maladie. Ils viennent nous sortir, oui, on a trouvé un nouveau marqueur qui permet d'expliquer le fait que, bon, il y a telle complication. Donc, ça continue. Il y a des dizaines et des dizaines. Mais la créatinine est cette marqueur qui est plus sensible, plus facile à doser, et en termes épidémiologiques, pour un dépistage de base, c'est pas très cher, donc on peut l'utiliser. Donc, la créatinine a été validée. Donc, créatininémie, c'est juste pour dire présence de créatinine, dans le sang. Émie pour dire sang. Alors, il y a ces normes, c'est un marqueur qui se dose au laboratoire. Ça, c'est pas des bandelettes, mais surtout au laboratoire. Pas des techniques bien connues et validées en plus. Validées. Alors, pour le sang, je n'ai donné que ce seul marqueur parce que c'est le plus qu'on utilise. Il y a également l'urée. Vous allez entendre parler de l'urémie. Présence de l'urée dans le sang. Tout ce qui est émis ou dit sang. Alors, l'urémie aussi est un marqueur sensible qui traduit l'évolution d'une insuffisance rénale chronique ou même aiguë. Voilà, ça dépend du cas. Je vous ai déjà expliqué que la chronicité est liée à la durée, au temps, plus de 3 mois. Souvent, c'est les deux marqueurs du sang qu'on recherche, l'urémie et la créatinine. Les autres marqueurs, c'est dans les expériences ou dans les études spécifiques qu'on les dose. À côté des marqueurs du sang, il y a également des anomalies qu'on peut observer à l'échographie. Donc, on a vu urine, on a vu les marqueurs dans le sang, et maintenant, il peut y avoir également des anomalies échographiques qu'on va trouver sur le rein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de marqueur d'atteinte rénale urinaire, il n'y a pas de marqueur d'atteinte rénale sanguine, mais l'anomalie, c'est au niveau de l'échographie qu'on trouve l'anomalie. Et déjà, ça peut traduire la maladie rénale chronique évolutive. Et donc, on peut avoir l'anomalie au niveau des reins à l'échographie. Seule la présence d'une anomalie rénale à l'échographie, qui évolue plus de 3 mois déjà, peut également traduire une maladie rénale chronique. Et l'anomalie, c'est quoi? Ça peut être au niveau de la taille des reins. La taille normale, c'est entre 10 et 12. Il peut y avoir 6 d'un côté et 11 de l'autre côté. Ce qu'on appelle déjà asymétrie. Parce que la taille est normale d'un côté et de l'autre côté, ce n'est pas normal. Donc,
ça peut amener à explorer, à chercher la cause. L'anomalie peut être au niveau de la forme des reins. Le contour est habituellement régulier, mais dans le cas d'une maladie rénale chronique, on peut avoir un contour irrégulier. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un rein comme ça, bien lisse, avec un contour bien régulier, on peut avoir un contour bosselé, irrégulier. Alors, ça traduit une maladie qu'il faut explorer. On peut avoir d'autres, des déformations, des kystes au niveau des reins, que l'échographie permettra de mettre en évidence. Donc, on a vu les marqueurs au niveau des urines, marqueurs d'atteinte au niveau du sang, marqueurs d'atteinte à l'échographie, anomalie échographique qu'on peut observer, qu'on peut avoir. Alors, après les marqueurs, il est important de dire à quel stade le malade se trouve, en tenant compte des normes. C'est pourquoi souvent, vous entendez le médecin dire il est au stade terminal, hein, il est déjà avancé. Parce qu'il y a une classification internationale. Ça n'a rien, ce n'est pas nous, c'est validé. C'est des savants qui se sont regroupés pour valider la classification. Donc il y a plusieurs stades. Il y a stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5. Donc quand on dit quelqu'un au stade terminal, c'est qu'il est au stade 5. Et ça veut dire que le marqueur d'atteinte rénale est à un seuil très, très élevé. Que les reins ne peuvent plus, à eux seuls, lui permettre de bien vivre. Il faudra l'aider. Donc, il y a une classification qui est validée. Et cette classification repose sur un calcul. C'est un calcul un peu complexe. Bon, on n'est pas là pour ça. Mais pour simplifier également la tâche, il y a des réglettes que les médecins utilisent pour pouvoir classer rapidement. Une fois qu'ils prennent la créatinémie, ils prennent le poids, il y a plusieurs formules, il y a un gros débat sur les formules, les limites, l'ethnie, la race, le poids, les œdèmes. Tout ça, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'ils prennent la créa et qu'ils prennent un ou deux paramètres en plus, ils peuvent estimer à peu près ce marqueur qui traduit la fonction du rein, qu'on appelle la clairance. La clairance permet d'estimer la fonction rénale, à quel stade à quel stade se trouve la fonction rénale. Et donc, une fois qu'on a la valeur, on peut maintenant classer. Vous voyez, c'est des chiffres. 90, 60, 75, quand c'est inférieur, on dit non, il est au stade 5, donc au stade terminal. Donc voilà, il y a une classification qui est associée, qui permet de dire non, il est à tel stade, voilà, il faut lui faire tel traitement. Je pense qu'il faut changer de place.